Bonjour et bienvenue dans cet épisode de La Robe Numérique. Si vous nous écoutez sur votre téléphone ou que vous nous regardez sur YouTube maintenant, eh bien bienvenue. Aujourd'hui, on va parler structuration juridique, part-time, service support externalisé. Pourquoi ? Parce qu'on va parler principalement des conséquences contractuelles, dispositifs de conformité avec mes invités. Donc Alex, tu es là pour représenter Smash Group, dont tu vas nous donner une petite présentation rapide. Et Katiane, tu es là pour représenter Smash Legal, donc deux structures qui font finalement un peu comme La Robe Numérique en accompagnement de manière externalisée des clients. Alex, est-ce que tu peux nous présenter en quelques phrases Smash Group, s'il te plaît ? Ouais, chez Smash, on propose des fonctions support à temps partagé. Donc, on a 3 métiers, la finance à temps partagé, les ressources humaines à temps partagé et le juridique à temps partagé. Je laisserai Katiane évidemment en parler. Et donc, en fait, depuis 2018, on a accompagné à peu près 400 boîtes dans des secteurs d'activité extrêmement différents. Ça va de la PME à la start-up tech, à des grands groupes qui ont besoin de se renforcer temporairement. Et donc, on va intervenir quelques jours par semaine ou par mois pour structurer, piloter ou renforcer les fonctions support chez nos clients. Donc, la promesse de valeur, c'est évidemment la flexibilité, le fait d'avoir une ressource qui soit directement opérationnelle. Et comme on a des financiers, des RH et des juristes dans une même maison, il y a une intelligence collective sur évidemment des thématiques qui sont très proches, qui est absolument colossale. Et donc toi, Katiane, Smash Legal, est-ce que tu peux en dire 2 mots aussi pour expliquer ce que vous faites concrètement ? Ouais, bien sûr. Nous, globalement, on a dupliqué le modèle Smash et on l'a appliqué au cabinet d'avocats. Donc Smash Legal est un cabinet d'avocats composé aujourd'hui d'avocats et de juristes qui partagent leur temps entre différents clients. Et on intervient aujourd'hui principalement sur des thématiques contractuelles, des thématiques droit social, corporate, propriété intellectuelle, RGPD. Et on vient soit structurer la fonction juridique lorsqu'elle est inexistante chez nos clients, soit on vient renforcer une équipe déjà en place pour soulager un petit peu les équipes juridiques. Donc on a dit pour cet épisode, finalement, c'est toi, Alex, qui va poser des questions. Donc moi, je passe de l'autre côté du micro dans mon propre podcast. C'est très perturbant, mais ça va être très sympa. Et du coup, l'idée, c'était de vous montrer comment on pouvait être complémentaires quand on est sur le métier, je vais dire, traditionnel de l'avocat, qui est principalement sur la partie contractuelle et structuration de services juridiques externalisés, avec le métier de La Robe Numérique, notamment, et donc l'expertise données personnelles qui est finalement très complémentaire. Et donc maintenant, Alex, tu vas poser toutes les questions que tu veux et je sens qu'il va un peu nous torturer, mais on essayera de... Je pense que le propos il va être particulièrement intéressant pour des personnes qui sont pas forcément initiées à ces sujets. Moi-même, j'y connais pas grand-chose, donc je pense que voilà pour... Les questions de béotien, les plus compliquées, celles qui nous cornerisent le plus. Tous les dirigeants de PME, de start-up qui se posent des questions autour du RGPD et des contrats, je pense qu'il va y avoir un contenu intéressant, j'espère en tout cas. Donc, la première question que tu as envie de nous poser, c'est... On va commencer par la toute première question. En fait, quand on parle de RGPD, on parle de quoi, très exactement ? Alors, le RGPD, c'est une réglementation européenne, qui est un règlement européen sur la protection des données. Ça couvre les traitements de données à caractère personnel, donc des individus, personnes physiques uniquement, et c'est applicable à l'ensemble des organisations, publiques ou privées, qui exploitent, traitent une activité qui implique de la donnée à caractère personnel de ressortissants de l'Union européenne. C'est entré en vigueur le 25 mai 2018. Ça avait été publié 2 ans auparavant. Donc, en gros, il y avait 2 ans pour les organisations pour se préparer, l'apprendre par cœur et être prêt le 25 mai. Bon, personne n'était prêt, je pense. Pas grand monde, en tout cas. Et donc, c'est en vigueur depuis le 25 mai 2018. Et depuis 2018... ça a évolué ou on est sur le même texte globalement que... Alors, on est sur le même texte parce que c'est un règlement européen, donc il y a une clause de revoyure, il va être forcément revu, il y a des périodicités, mais dans tous les textes européens, on essaye d'aménager en réalité la revue du texte pour qu'il ne devienne pas complètement obsolète. Il y a eu des modifications dans notre législation locale, mais comme chez nos voisins européens, puisque le RGPD, c'est une base
très très ferme, en tout cas on peut le voir comme ça, assez sécurisante d'ailleurs, de mon point de vue, on peut en débattre d'ailleurs, mais pourquoi ? Parce qu'il y a quelques aspects sur lesquels les pays avaient la possibilité de donner d'autres précisions, par exemple sur l'âge l'âge de la majorité numérique, elle n'est pas la même en France ou par exemple en Allemagne ou en Espagne, on n'a pas la même majorité, donc ça pouvait être entre 13 et 16 ans. La France a choisi de dire que c'était 15. On aurait pu dire que c'était 14, mais on ne pouvait pas descendre en dessous de 13. Le texte nous l'interdisait. Donc ce sont ce genre d'aménagements qui sont laissés à la liberté des États membres dans la mise en œuvre du texte. Mais finalement, le texte est très structuré. Il encadre de manière relativement stricte l'ensemble des obligations et des droits pour qu'il y ait une homogénéisation forte sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne. L'objectif du RGPD, contrairement à ce qu'on peut croire, c'est pas du tout de brider l'innovation, arrêter le business, pas du tout. L'objectif du RGPD, et d'ailleurs c'est dans son titre, c'est la libre circulation de la donnée à caractère personnel. Donc on se rappelle qu'au niveau de l'Union européenne, on a la libre circulation des personnes, des capitaux, des marchandises, exactement, et des services qui va avec la liberté d'établissement. Et là, on en rajoute une au sein du marché intérieur qui est la libre circulation de la donnée. Et donc, c'est pour ça qu'on doit avoir un référentiel relativement fort, plutôt strict, qui est donc le RGPD. Et peut-être si je peux ajouter aussi un point, c'est le RGPD, il est venu homogénéiser les différentes législations nationales à l'échelle européenne, parce que finalement chacun avait sa propre réglementation, sa propre législation. Nous, on en avait une en France, la loi informatique et liberté. Donc en fait, le RGPD en France, il n'a pas révolutionné le traitement de la donnée personnelle. Non, en fait. Il est venu préciser certaines choses, il est venu durcir aussi certaines pratiques, bien sûr, mais il n'a pas... c'est pas nouveau, en tout cas, l'encadrement du traitement de la donnée personnelle. Mais en revanche, il est venu mettre un cadre pour que tous les pays européens aient le même standard et éviter qu'il y ait des distorsions de concurrence, à l'instar du plombier polonais sur différentes questions de dumping social, etc., pour que sur le traitement de la donnée, au niveau européen, tout le monde soit compétitif. Donc finalement, pour un entrepreneur français qui était déjà assujetti localement à une réglementation qui était assez forte, pour lui, c'est plus une opportunité de se dire que ses voisins européens, maintenant, partagent à peu près le même socle sur ces enjeux-là. Alors, je pense il y a personne qui l'a vu comme une opportunité. Je pense qu'il faut pas être... faut pas rêver. Non. Personne l'a vu comme une opportunité, mais ce qui est vrai, c'est qu'en France, on avait déjà une loi très protectrice, qui est donc la loi informatique et liberté. La directive qui a suivi n'a pas suffisamment harmonisé les pratiques parce qu'il y avait trop de différences entre les pays et donc on n'avait pas le même niveau de protection. Et avec l'essor du numérique, c'était impossible de garder cette distorsion, comme tu disais, notamment de concurrence, parce que quand on a des pays qui sont très libéraux, ou bien à l'inverse, qui vont excessivement encadrer, finalement, c'est pas très bon pour le marché. Et donc, c'est pas très bon pour l'économie, et du coup, c'est pas très bon pour les entreprises, et in fine, c'est pas non plus très bon pour les personnes, puisqu'on voit que quand on n'a pas les mêmes droits en France, en Espagne, en Italie, en Irlande, finalement, ça ne crée pas un climat de confiance, et l'Union européenne s'étant quand même fondée sur l'idée d'un marché économique commun, bon, il était nécessaire de faire quelque chose quand on voit la part de l'économie numérique aujourd'hui. Donc, finalement, si moi, je suis un entrepreneur dans le numérique, avant 2018 et maintenant, est-ce qu'il y a des très grosses différences ? Est-ce qu'il y a des choses que j'avais absolument pas à me soucier historiquement, sur lesquelles maintenant, je dois avoir un focus particulier ? En fait, il y a beaucoup de différences, parce que même si le texte ne change rien au fond, dans les faits, il a renversé, et ça, je pense que c'est bien le sujet auquel vous êtes le plus confrontés, c'est qu'il a renversé la charge de la preuve de la conformité. Aujourd'hui, on est responsable et on est tenu responsable de la démonstration de la conformité de l'organisation. Avant, on demandait une autorisation. Et lorsqu'on est sur un système d'autorisation, finalement, on a un peu...
on se dédouane un peu. Une fois qu'on m'a donné l'autorisation, je peux me cacher derrière. Là, c'est l'inverse. Il n'y a plus de système d'autorisation. Enfin, il reste un système d'autorisation, mais qui est un système extrêmement exceptionnel. Et donc, on a déplacé la responsabilité sur les organisations en disant, maintenant, vous allez démontrer. Et puis, si je vous demande des comptes, vous allez correctement faire le job. Et si je vous demande des comptes, vous allez devoir être en capacité de me démontrer. Donc, il ne s'agit pas simplement de le dire. Il s'agit d'être en capacité de le prouver. C'est le fameux accountability, qui est une forme de redevabilité. Je suis redevable d'une démonstration. Donc, si je dois démontrer, il ne suffira pas de le dire, il faut que j'ai de la documentation, puisque c'est la seule chose qui va rester. Ouais, c'est donc la mise en place de process. Et c'est marrant, je rebondis sur un truc que tu as dit, Alex, tu parlais d'entreprise. Je suis une entreprise spécialisée dans le numérique. Mais en fait, il ne s'agit pas uniquement des entreprises spécialisées dans le numérique. C'est toutes les entreprises qui sont amenées à traiter de la donnée à caractère personnel. Et de la donnée à caractère personnel, c'est en fait quelque chose de très large. C'est de la donnée qui va concerner directement un individu, qui va permettre de l'identifier, directement, ou alors un ensemble de données qui vont mettre en place un faisceau d'indices nous permettant de remonter à cette personne. Donc en fait, toutes les entreprises, en réalité, sont assujetties d'une manière ou d'une autre au RGPD, à des niveaux plus ou moins importants, effectivement, parce que si le cœur de ton métier, c'est de traiter de la donnée de santé, bien sûr que là, tu as plutôt intérêt à être carré sur ta mise en conformité par rapport à une entreprise de BTP ou autre. Mais tout le monde, à un moment ou à un autre, traite de la donnée personnelle. Il y a à minima un service qui sera toujours soumis au RGPD. RH. Exactement. C'est la RH. S'il y en a partout, s'il y en a nulle part ailleurs, il y en a au moins à cet endroit-là. Et aussi même la compta. Oui, parce que la tu compta, vas parce avoir que les notes de frais. Facturation, notes de frais, tout ça. Je rebondis sur quelque chose que tu as dit, Oriana, il y a quelques minutes. Pareil, je me remets dans la peau d'un dirigeant qui a une boîte, peu importe que ce soit dans le numérique ou pas. Tu disais qu'il pouvait y avoir des différenciations de majorité numérique entre l'Allemagne et la France. Si je processe de la donnée allemande alors que je suis une boîte française installée en France, je suis soumis du coup à quelle juridiction dans ce cas-là ? À quelle juridiction ? Ou en tout cas, qu'est-ce qui s'applique parce que j'imagine que les personnes qui écoutent doivent se dire je suis carré sur ce que je fais chez moi, mais si potentiellement mon voisin, lui, il peut avoir des petites différences de modalité, comment tu le prends en compte ? En fait, là, l'enjeu, du coup, il est de déterminer où était le responsable de traitement par rapport au traitement dont tu donnes un exemple, là, qui sera un traitement transfrontière. Il faudra aussi regarder s'il n'y a pas une loi d'ordre public. Parce que s'il y a une loi d'ordre public, même si je suis français et que je suis établi en France et que l'exploitation de mon activité est principalement en France, si j'ai une loi d'ordre public en Allemagne, je vais devoir la respecter. Et je ne pourrais pas en faire l'économie. Je ne pourrais pas dire, moi, je suis en France, je fais ce que je veux. Pas du tout. Donc déjà, ce serait une première alerte. Ce serait de faire cette étude-là pour savoir qui est responsable de traitement dans le cadre du traitement que tu envisages. Est-ce que c'est la filiale allemande ? Est-ce que c'est la maison mère, on va dire, en France ? Qui est responsable de traitement ? Ensuite, quelle loi va effectivement s'appliquer sur ce traitement-là ? Et ensuite, est-ce que j'ai dans l'ordre juridique applicable notamment des lois qui seraient d'ordre public. Et là, cette étude-là, il ne faut pas y couper parce que on a des zones de risque à cet endroit-là qui sont très forts, notamment dans le respect des droits des personnes. Parce que si j'ai une loi d'ordre public et que je ne l'ai pas respectée lorsque j'aurai un exercice de droit, je risque d'avoir un écart dans la manière dont je vais garantir l'exercice du droit. Et si j'ai un écart, la personne va aller déposer une plainte et elle aurait raison. Et donc là, j'ai une zone de risque de contrôle et de sanction. Et plus largement, et c'est peut-être un peu là le sens de ta question, il est prévu dans le texte une coopération entre les autorités de contrôle. Donc en France, on a la CNIL. Dans tous les États membres, il y a une autorité de contrôle sur la protection des données à caractère personnel. Et il est prévu dans le texte une coopération, notamment pour gérer ces cas de traitement transfrontière ou de cas où on a plusieurs États membres, plusieurs personnes physiques dans des États membres qui sont concernés par le traitement. Et donc là, la question se pose de savoir quelle est l'autorité qui prend le lead. Et donc, il y a une possibilité d'avoir une autorité chef de file. Et donc, à partir du moment où elle est chef de file, elle va
Comme son nom l'indique, elle va avoir les premières actions, ce sera elle qui va les prendre, elle va peut-être prononcer une sanction, mais elle se sera concertée avec ses homologues européens. Et donc, on a une forme de sécurité juridique pour éviter qu'il y ait trop de situations et qu'on réétudie la même situation dans différents États et qu'au final, on n'ait pas la même manière de gérer cette situation avec des États, par exemple la France, la Belgique, la France, l'Allemagne ou l'Allemagne-Belgique. Voilà, il faut avoir cette idée d'homogénéisation, y compris dans le traitement transfrontière et donc la coopération entre les autorités. Donc, si on resitue là pour mon entrepreneur, tu peux être compliant en France. Ça ne veut pas dire que tu es compliant en Allemagne s'il y a des petites différences, quoi. Tout à fait. Ok. Ouais, donc ça, je pense que c'est quand même un message aussi important à passer, quoi. Parce Mais que si tu es bien compliant en France, normalement, tu es bien compliant en Allemagne. Parce que tu ne peux pas avoir regardé... Enfin, en tout cas, ce serait vraiment très bizarre d'avoir regardé... ça aussi, c'est un peu... je pense que c'est un peu une fable, parce qu'on a l'impression qu'on va regarder qu'un petit bout, mais c'est pas vrai. En réalité, un process dans une entreprise... c'est souvent, ça démarre à un endroit, mais ça va découler dans plein d'autres. Donc, si on regarde un traitement et qu'on le regarde jusqu'au bout, s'il y a un lien avec la filiale allemande dans ton exemple, je vais le voir. Donc, je vais le soulever. Donc, je vais le couvrir. En fait, je vais chercher à le couvrir. Donc, d'autant plus que tu dis si je suis compliant 100%, moi je ne sais pas ce que ça veut dire compliant 100%. Tu sais ce que ça veut dire toi, compliant 100%? Je crois que ça n'existe pas. Je crois que ça n'existe pas exactement. Donc non, par contre c'est un peu une fable de dire on fait qu'un seul bout. Ça nous arrive d'être nous missionnés sur un seul service. On va nous dire, nous, on veut une attention particulière sur, je sais pas, le service RH, par exemple, le service commercial, le marketing. Et là, on va venir faire une action coup de poing, entre guillemets, sur ce service-là. Ça, c'est tout à fait possible. Mais en réalité, à partir du moment où on a un DPO, à partir du moment où on commence à mettre en œuvre correctement les choses, on va jusqu'au bout du traitement parce que ce traitement, il va... ta filiale allemande, elle peut apparaître comme sous-traitant, comme co-traitant. Donc, elle va apparaître. Et à partir du moment où elle apparaît, tu vas la traiter. C'est trop bizarre de dire « je regarde pas ça ». Ça n'a pas beaucoup de sens, en fait. Ok, je comprends. Et en plus, tu perds vachement de fric à faire ça. Parce que tu peux pas faire d'économie d'échelle si à chaque fois, tu repars à zéro en disant « non, je le ferai plus tard ». Pas du tout. Enfin, vraiment, ça n'a pas de sens. Tu as parlé du coup d'un renversement de la responsabilité de la charge de la preuve. Oui, c'est ça. Ce que tu as dit. Ouais. Comment du coup ça se matérialise quand tu es accompagné par un prestataire externe? Ça va être d'un point de vue contractuel. Donc normalement, tu dois toujours, tu as une obligation de mettre en place un contrat évidemment avec tes clients, mais également avec tes fournisseurs, tes prestataires, etc. Et donc, dans ton contrat, tu bordes un certain nombre d'éléments d'un point de vue transfert de la donnée personnelle, le traitement qui est fait de cette donnée personnelle, l'utilisation de la donnée personnelle, la durée de conservation. Et là où c'est super important pour toi, quand tu fais appel à un prestataire, c'est aussi de mettre en place un droit d'audit. Pour s'assurer justement que ton prestataire va bien respecter les différentes instructions, les différentes obligations que tu vas mettre à sa charge. Parce que toi, tu as aussi à rendre des comptes à ton propre client qui t'aura confié la donnée. Donc derrière, tu répercutes en fait en cascade les différentes obligations qui pèsent sur toi, tu les répercutes sur ton prestataire. Je me resitue pareil pour un entrepreneur non initié. Une fois que j'ai établi cette clause, est-ce que je peux la mettre dans tous les contrats en me disant globalement ça marche à peu près tout le temps, ou est-ce que au contraire il y a des spécificités sur chaque contrat, je vais devoir apporter des clauses très différentes sur ces questions-là? Ça va forcément dépendre de la nature de ton contrat en fait. Tu peux pas te dire que tu vas mettre une annexe type dans chacun de tes contrats, il faut qu'elle soit adaptée à déjà chaque situation. Est-ce que on est dans un cas où tu contractualises avec ton client ou est-ce que tu contractualises avec un fournisseur? Ton annexe va nécessairement être différente. Et puis après, en fonction de chaque traitement de la donnée personnelle qui va être fait, tu vas introduire des obligations qui vont être plus ou moins importantes, plus ou moins grandes, parce que ton risque, en fait, toi, est différent. Donc forcément, si tu es dans un traitement massif de données personnelles avec un fort enjeu, tu vas vouloir mettre des clauses beaucoup plus restrictives, des droits d'audit un petit peu plus souvent. Tu vas aussi avoir des clauses de responsabilité, et ça on y viendra je pense un petit peu plus tard, mais qui vont être beaucoup plus en ta faveur, et donc en défaveur de ton prestataire.
Donc voilà, donc non, tu vas pas avoir de contrat type données personnelles. Évidemment, tu adaptes à chaque fois. Du coup, quand je vous entends, j'ai quand même l'impression que c'est assez contraignant d'un point de vue business. À minima, ça va me faire ralentir la signature de mon deal. Est-ce que j'ai raison de le voir comme ça ? Alors, moi, je dirais que oui et non. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise situation. Tu vois, là, on pourrait le faire. Pourquoi ? Parce que ce que Katiane expliquait, c'est qu'effectivement, tu vas devoir adapter, mais tu as un canevas sur lequel tu vas toujours t'appuyer. Et ce canevas, c'est hyper bien pratique. Il a déjà été donné par l'autorité de contrôle, qui est la nôtre, qui est la CNIL. Il y a déjà des modèles de clauses. Il y a des modèles de clauses qui sont mis à disposition gratuitement sur le site de la CNIL. Donc, entre guillemets, embauchez pas un avocat pour faire ça, si c'est pour faire un modèle. En revanche, là où c'est intéressant, c'est qu'une fois que tu as ton modèle, tu sais où tu vas aller. Mais plein de fois, comme tu l'as dit, on va être sur des zones où finalement, il va falloir faire un peu de dentelle pour adapter vraiment à la situation du contrat. Le point, il est où ? Il est que si tu ne t'attends pas à ce qu'on te pose la question, tu vas ralentir ton deal. Si tu t'attends à ce qu'on te pose la question, t'es déjà prêt. T'as déjà ta documentation, t'es déjà dans les starting blocks, tu l'as déjà, ton registre du sous-traitant, tu sais déjà en tant que vendeur, en tant que prestataire, ce que t'es d'accord ou pas d'accord de faire. Tu as déjà, du coup, drafté la clause qui est en lien avec ton métier. La difficulté, elle est toutes les fois où tu vas acheter chez quelqu'un, et là, tu vas te dire, ce que tu vas subir, la même chose, en fait. C'est... Ouais, après, c'est un jeu de négociation. Et c'est un jeu de négociation. Mais du coup, si tu t'es préparé et que tu t'es dit, moi, je suis d'accord de négocier sur tel et tel aspect, ça ira. Par contre, sur tel autre, je négocie rien. C'est un peu comme si tu faisais ton propre cahier des charges. Si tu faisais un appel d'offres, tu dirais, ça, je suis d'accord, ça, je suis pas d'accord. Donc, en fait, oui, ça ralentira le process. Non, ça te le ralentira pas. Et au contraire, ça va augmenter la confiance avec ton partenaire, ton client, etc. Parce que tu seras déjà prêt. Donc, il y a des choses où tu vas dire, ça... C'est déjà vu, les gars. Il est là. Mon annexe, elle est là. Il n'y a rien de surprenant. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est tellement demandé que partir de rien, moi, ça m'angoisse. Quand, effectivement, on me dit, j'ai rien, je me dis, mais comment ça, t'as rien ? Genre, vraiment, t'as fait 6 ans que tu vis dans une grotte ou quoi ? Enfin, comment ? En plus, c'est gratos. Enfin, comment faut quand même le dire. Ouais. On a une autorité qui a produit à foison. Donc, c'est pas qu'il n'y a aucune raison de pas le faire. Mais en tout cas, la marge 1, la dépense de base, t'as même pas à la faire. Donc oui, après, un juriste, un avocat sera utile pour la dentelle, pour adapter, pour que ça colle bien et que t'acceptes pas des éléments de responsabilité qui soient déraisonnables par rapport à ta situation. Mais le 0, il est là quand même. Enfin, il n'y a aucune excuse. Du coup, si t'es au point 0, peut-être que certains qui nous écoutent... tous les créateurs sont au point 0. Se sentent concernés. Je fais quoi ? Je vais sur le site de la CNIL, je télécharge un template et à minima, sur mon prochain contrat, j'ajoute en annexe. Déjà, on peut partir de là, peut-être que ça pourra en aider certains. C'est déjà mieux que rien. Ouais. Après, le mieux, c'est de la comprendre, ton annexe aussi. Donc, penche-toi un petit peu sur les différents livres blancs qui sont sortis, etc. Mais je voulais juste rebondir sur un point que tu as dit, Alex, quand tu disais ça va, en gros, négocier une annexe données personnelles va ralentir le process de contractualisation. En fait, dans tous les cas, tu vas négocier ton contrat. La plupart du temps, tu vas négocier ton prix, tu vas négocier ta durée, tu vas négocier ta responsabilité qui encadre. La donnée personnelle est juste un élément de plus à négocier, mais c'est rare que tu ne négocies que l'annexe données personnelles. En fait, ça n'existe pas. Puisque, comme le disait Oriana, l'annexe données personnelles, tu pars quand même d'un socle qui est accepté par tout le monde, avec des clauses qui sont standards. Et après, c'est dans quelle mesure est-ce que je vais accepter telle ou telle chose dans chaque clause. Mais il n'y a rien de surprenant. J'aime beaucoup, en tout cas, et maintenant je vais le voir de cette manière-là, plutôt de me dire c'est un red flag que la personne en face n'ait rien à me proposer sur ce sujet. Oui, parce que ça veut dire qu'elle a... oui, parce que ça veut dire qu'elle a vraiment pas fait le taf de son côté. Alors après, je veux pas tirer sur l'ambulance parce qu'il y a d'autres aspects. C'est que aujourd'hui, on a aussi des petites structures qui ont un système d'achat ou de vente de leurs produits. De leurs produits, je pense que du coup, c'est plutôt de leurs services. Et c'est un lapsus qui est intéressant parce que en réalité, on mettra jamais de clause RGPD de style, avec plusieurs pages et une négociation quand on vend des biens. Par exemple, si j'achète du tissu,
et que je confectionne des vestes, je n'ai pas de clause RGPD. J'achète pas du service. La donnée à caractère personnel n'est pas l'objet de mon contrat. Donc, j'ai une clause, mais comme toutes les clauses, y compris les clauses URSSAF que vous voyez dans les contrats, quand ils mettent les parties respectent leurs obligations en matière de droit du travail et de droit social, il n'y a jamais personne qui s'est dit « je vais négocier cette clause ». D'accord ? Jamais. C'est une clause dans laquelle on dit chacune des parties est responsable de son périmètre et donc au niveau légal, chacun a sa responsabilité sur ce périmètre-là. Il est visé, merci, au revoir. Check. Ouais, je comprends. Ok ? Donc tous ces contrats-là déjà, c'est pas la peine de se prendre la tête avec le RGPD. On a une clause modèle. Vous regardez, c'est pareil sur le site de la CNIL de mémoire, il y a une clause responsable de traitement distinct, c'est-à-dire que chacun est sur son propre périmètre. Et quand j'achète du tissu pour confectionner des vestes, j'achète pas de données perso, je traite pas de données perso, et c'est pas les 2 pauvres données perso qu'il y aura dans le contrat qui sont là uniquement pour la réalisation stricte du contrat, et donc qui pourraient être remplacés par service comptable @ le nom de la boîte ou commercial @ le nom de la boîte qui vont changer quelque chose. Il n'y a pas de traitement de données à caractère personnel au sens de la sous-traitance qui nécessite une annexe dédiée. Par contre, si j'ai la taille de la veste. Non, si je le commande la veste sur Internet, par exemple, Ouais. parce que j'ai acheté. Exactement. Et Là, donc, on rentre dans une. Bah oui, mais, perso. Ouais. bah oui, mais parce que là, je traite ta donnée, il faut bien que je te la livre, Alex. Donc, il faut que je sache où t'habites. Et puis, tu vas me donner ta taille. Donc, peut-être que c'est pas la tienne de taille, mais je sais que tu as un comportement d'achat autour de cette taille. Donc, je vais en déduire des choses, Bien sûr. soit sur toi, soit sur les gens de ton entourage ou les gens qui sont proches de toi. Alors, on sait bien que tu fais pas du 32, mais si tu te mets à acheter du 32 tous les jours, on se doute qu'il y a un truc qui vit avec toi qui fait du 32, tu vois. Et donc, statistiquement, c'est un enfant. C'est bien, ouais. Du coup, est-ce que c'est un peu simpliste de se dire que si je fais du B2B sur j'achète du tissu et moi je le confectionne, on n'est pas soumis parce qu'il n'y a pas de données perso là-dedans. En revanche, je fais du B2C, j'ai fait mes vestes et je te la vends. Là, on est soumis. Ouais, alors, il n'y aurait pas de données perso sur ton contrat Oui. d'achat de tissu. Mais tu as des salariés. Tu as des salariés. Tu as des commerciaux. Tu as des commerciaux qui vont démarcher des entreprises ou des revendeurs de vestes. Donc, tu vas traiter de la donnée à caractère personnel. Okay. Mais dans ton contrat qui va te lier avec ton acheteur de matières premières, là, il n'y aura pas. Okay. Il n'y a pas de sujet de données personnelles. Il y a un sujet de respect de la loi, chacun sur son périmètre. Donc, pareil, on se resitue là, à l'échelle de notre entrepreneur. La première question qui doit se poser, c'est dans quel cadre je me situe et est-ce qu'il y a en fait, du traitement de... Quel est l'objet de la prestation. L'objet de ma prestation que je vends qu'est-ce que je fais, en fait? Et c'est toujours la première question que tu dois te poser, c'est où est-ce que je me situe déjà? Est-ce que je vends ou est-ce que j'achète? Déjà, et qu'est-ce que je... C'est vrai que c'est basique. Non, mais c'est vrai. mais parfois, ça va différer. Exactement, ça diffère. Et c'est vrai que nous-mêmes, on le voit, et je pense que pour vous, c'est pareil. Mais cette simple question fait qu'il y a des choses que tu peux tolérer dans un cas que tu ne toléreras pas dans l'autre. Et il y a plein de gens qui n'ont pas... Enfin, il y a plein d'organisations qui n'ont pas de conditions générales d'achat, parce que ça, c'est un truc de grands groupes, de grosses structures, etc. Mais moi, je leur dis, mais faites une checklist des trucs que tu es d'accord de signer ou pas, en fait, sur des éléments de base. Ouais. Oui, c'est pas forcément du RGPD. Exactement, et c'est pas forcément un truc qui est un document de 6 pages en caractère 4. Tu aurais quelques exemples non, mais choses tu qu'on met fais dans une cette checklist. liste. Par exemple, les délais, quel délai tu es d'accord d'avoir, toi quand tu achètes ou quand tu vends, sur quel délai tu es d'accord de t'engager, quels sont pour toi les éléments que tu veux absolument voir. Là, on parle RGPD, mais on pourrait aussi parler au niveau RSE, engagement de tes partenaires, clients, prestataires, sur la planète, etc. Enfin, en fait, ou sur le bien-être au travail. Enfin, on peut vraiment créer l'ensemble des critères qu'on a envie. Même, je veux dire un exemple tout bête, les délais de paiement, conditions de paiement. Quand tu es acheteur et quand tu es vendeur, tu veux pas les mêmes délais de paiement. Toi, quand tu achètes, tu préfères avoir des délais de paiement un peu plus longs. Que quand tu vends, plus vite tu as le cash, mieux tu te portes. Voilà. Donc, est-ce que tu mets un acompte ou est-ce que tu mets pas un acompte quand tu vends? Toutes ces questions qui sont vraiment des questions ras des pâquerettes, en fait. Mais cette checklist-là, elle n'a pas besoin d'être documentée. On n'a pas besoin... Enfin, tant que le chef d'entreprise est d'accord avec lui-même et qu'on peut le retrouver quelque part, ça suffit, en fait. C'est pas la peine de faire un document hyper structuré, article 1, 2, 3. C'est pas le sujet.
Le sujet, c'est de se poser la question pour que quand l'information elle arrive, on soit en capacité de la traiter correctement. En fait, c'est... Oui, et d'aller chercher les approbations au bon endroit, au bon moment et auprès de la bonne personne. Et en plus, en négociation, ça permet aussi de... En négociation, ça permet vraiment de prendre de la distance parce que quand les gens arrivent en dire c'est comme ça, alors nous, on a une politique dans notre organisation et donc nous, ce sera plutôt comme si. Comment tu fais quand le rapport de force il t'est défavorable je suis une petite boîte et je contractualise avec un grand groupe, typiquement. Tu te sens un peu obligé de reprendre leur... Justement, c'est de l'intérêt de se poser ces questions-là que dit Oriana pour déjà, toi, avoir un cadre. Parce que tu sais que quand tu es David contre Goliath, le rapport de force, il n'est pas en ta faveur. Donc, en général, ton grand groupe, ta grosse boîte, elle va arriver avec ses conditions générales et toi, tu vas essayer de naviguer là-dedans, d'accepter, de négocier certaines choses. Mais il faut que tu aies une base de ce qui est acceptable pour toi, encore une fois. Et après, il faut aussi que tu saches ce qui est vraiment inacceptable de ce qui est négociable. Et donc, c'est pour ça que pose-toi la question avant, pour que tu ne perdes pas de temps au moment où tu as le contrat qui arrive sur ta table, de vraiment savoir jusqu'où tu peux aller sur tes délais de paiement, jusqu'où tu peux aller sur tes délais de livraison, par exemple, jusqu'où tu peux aller sur ton engagement de niveau de service si tu es un SaaS, etc. Là-dessus, si je peux me permettre de rajouter un point, quand tu es David contre Goliath, évidemment que le gros, il sait que le petit a besoin de lui. Évidemment qu'il le sait. Sauf que ce que le petit doit comprendre, c'est qu'en fonction de ce qu'il va signer, il y joue sa life. Et donc, est-ce qu'on est d'accord de jouer notre vie ou pas ? Alors, la vie, ça peut être la survie de 6 mois de trésorerie. Et c'est important quand on est une start-up. Mais est-ce que ça vaut le coup que tout le projet soit finalement hypothéqué à l'aune de cette relation ? Je vous donne un exemple. Dans certains contrats, au-delà de la partie cyber, on voit des aspects en propriété intellectuelle, avec des accès au code, avec des demandes très spécifiques qui vont toucher au cœur du réacteur de certains start-upers, de certaines solutions logicielles, etc. Quand on est là-dessus, la plupart du temps, c'est toujours présenté de la même chose. C'est oui, mais en fait, on fait un partenariat avec cette grosse structure, ça va être super. Du coup, ils nous intègrent et c'est génial et ça va être affreux. Parce que dans, je vais pas dire la plupart du cas, mais de manière, en tout cas, pas anodine, la très grosse structure, elle va aspirer une partie du savoir, mais consciemment ou inconsciemment, parce que les gens qui travaillent dedans, ils vont avoir accès à un certain nombre d'informations, etc. Et si ça se fâche, ils n'ont pas grand-chose d'autre à faire que de dupliquer. Ils ont la force de frappe, les budgets, ils ont la R&D souvent, comme ils sont allés jusqu'au bout dans un cas, ils vont pouvoir en récupérer une partie de par le transfert de connaissances. Et donc là, on a un petit qui, potentiellement, n'a presque plus rien, en fait. Donc, je comprends la nécessité de se dire il faut signer avec ce gros, mais pas au prix de sa vie. Et donc, pas au prix de la vie de la création. Enfin, voilà. Parce que sinon, la création échappe, en fait, aux petits. Et il y a des petits, moi quand je vois des contrats arriver, je me dis mais ça c'est pas possible, enfin c'est super, vous allez être intégré, vous allez être incubé, c'est super, vous intégrez l'équipe, etc. Mais c'est quoi la contrepartie ? Parce que en réalité la force que ça induit de pression commerciale, de relations psychologiques, etc. est tellement forte que derrière potentiellement s'il y a que ce contrat-là, s'il y a que ce client-là, si on est en dépendance économique complète, ça va être vite plié en fait. Et ça, pour moi, c'est vraiment un gros danger. Dans la négociation, vous conseillez, vous, à vos clients de partager ces points durs, entre guillemets, ceux qui sont complètement intangibles dès le départ ? Parce que je pense que ça peut être un peu frustrant d'arriver à un moment où finalement tu te rends compte que pour contractualiser avec ce grand groupe, il faut que tu fasses tel ou tel truc qui sont contre toi, tes intérêts. Donc, est-ce que vous conseillez à vos clients de plutôt les partager en amont, histoire de ne pas perdre trop de temps si jamais en face, ils ne le voient pas de la même manière ? Moi, ce que je conseille, c'est d'avoir le contrat le plus tôt possible. Déjà, parce que ça permet de gagner du temps, parce qu'en général, tu as toujours les discussions qui se mènent en parallèle sur
le volet commercial et le volet juridique, c'est vraiment important de les faire en même temps, parce que si tu attends de s'être mis d'accord sur la partie commerciale et qu'en bout de course, 2 jours avant de closer, le contrat tombe et tu te rends compte que tu as ça qui arrive, bah, tu as vachement plus le couteau sous la gorge. Donc, encore, si tu veux essayer de rééquilibrer au maximum ton rapport de force, demande le contrat tout de suite. Ou alors, encore mieux, envoie un template de contrat que toi, tu auras. Ça permettra de montrer au grand groupe que tu n'es pas né de la dernière pluie, que toi aussi, tu as des standards, que toi aussi, tu as certainement des comptes à rendre aussi à tes investisseurs. Et ça fait une base, une trame, première trame d'articles où tu sais qu'on va devoir les challenger d'un côté comme de l'autre. Et ce qu'on peut aussi dire, c'est que quand on est côté grand groupe, attention à pas envoyer des contrats en disant c'est ça ou rien. Parce que ça s'appelle un contrat d'adhésion. Et quand on est dans une situation avec un contrat d'adhésion, ça a d'autres conséquences pour le grand groupe. Parce que la loi, il faut quand même rappeler qu'on a une obligation de négociation de bonne foi. C'est pas théorique. Donc, à chaque fois qu'on négociera pas de bonne foi ou qu'on ne négociera pas du tout, il y a des choses qui vont se passer. Donc concrètement, les conséquences, Alex, toi qui n'es pas dans le milieu, si tu es dans un contrat d'adhésion, tu peux en gros faire tomber le contrat. La loi peut dire ok, c'est abusif, en fait. Tu es justement dans une situation un petit peu trop David contre Goliath. Donc toi, grand groupe, tu as abusé de ta situation de grand groupe et on va considérer que ton contrat est nul. Donc on va faire application du droit commun. Ok. En gros. Et c'est sévère. Parce que toutes les clauses qui étaient en ta faveur, en fait, que tu as draftées en ta faveur dans ton gros contrat, dans ton beau contrat que tu auras payé très cher avec tes propres avocats, bah, tout ça va tomber. C'est des choses que vous avez déjà vues chez vos clients? Parce que j'imagine que ça tend quand même pas mal la relation entre... Le contrat d'adhésion comme ça? Ah, mais parfois c'est même une stratégie. Quand on voit qu'ils vont pas négocier, il faut dire, bon bah écoutez, ils ont pas envie de négocier. On va tenter de négocier, mais on va tenter habilement de négocier pour prendre un mur. Et si on prend un mur, on garde bien les preuves. Et puis, si à un moment, ça se tend dans la relation de manière opérationnelle, on a ça sous le coude, en fait. Et ça c'est un point... mais tous les avocats de France et de Navarre font ça. C'est parce qu'en fait, à être trop gros, à vouloir trop... Finalement, ça se retourne aussi... Heureusement, en fait. À un moment, heureusement que tu as ça, parce que sinon, ton petit David, il va vite se faire manger, quoi. Donc la loi protège le plus petit dans ce cadre-là. S'il garde les preuves de ce qui s'est passé. Fais en sorte que tu aies des emails, des échanges d'emails, où tu as ton grand groupe qui va refuser de négocier, qui va t'écrire noir sur blanc que c'est non négociable, que c'est ça, ou rien. Ou rien, et que le mail expire dans 48 heures, tu vois, si tu n'as pas signé, quoi. Je pense à mon dirigeant, là, toujours lui, qui essaie de négocier lui-même face à un département, notamment un département juridique, une boîte un petit peu plus grosse ou beaucoup plus grosse, vs de faire appel à vous. Est-ce que vous avez vu des différences, vous, dans la manière d'aborder les choses une fois que vous rentrez dans la danse et que finalement il y a une forme de crédibilité peut-être un petit peu plus forte, puisqu'il sait qu'il y a quelqu'un du métier désormais qui regarde ce qui est en train d'être fait? Bien sûr. Nous, en fait, c'est la raison pour laquelle souvent nos clients font appel à nous. C'est parce que c'est le dirigeant qui négociait tout seul ses contrats avant 8h du matin et après 23h le soir, après avoir fait tous les autres trucs qu'il avait à faire. Et ça lui prenait un temps de dingue. Et 2, il n'avait pas la posture, il n'avait pas la légitimité face à ce département juridique ou à ce département achat pour maintenir un certain nombre de positions. Déjà, parfois, il ne les comprenait pas, les positions, et puis voilà, il n'avait pas cette légitimité. Donc, il y fait appel à nous parce qu'il a besoin d'asseoir sa stature. Et oui, il y a forcément un shift qui se fait dès lors qu'on entre dans la danse, puisque déjà, on va parler entre professionnels du droit. Il y a un jargon juridique quand même, et puis surtout, il y a une compréhension des enjeux juridiques derrière. Donc, nous, on va pouvoir alerter notre dirigeant, qui va pouvoir prendre des décisions en son âme et conscience, qui va pouvoir aussi intervenir, mais au bon titre, c'est-à-dire que quand on fera des calls de négo, il interviendra pour dire « mais là, ce que vous allez me proposer, effectivement, ça va mettre en péril ma boîte. Et là, je parle en tant que dirigeant, j'ai compris ce que vous m'avez dit et ce n'est pas acceptable. » Plutôt que juste voir le côté uniquement, purement commercial de l'opportunité du deal, il va pouvoir mettre ça en perspective avec le risque juridique derrière. Je peux donner un exemple, je pense. Ouais. Dans le cadre d'une session,
d'entreprise, il y avait un transfert de données. Quand on fait des transferts de données, c'est jamais un instant T, on n'a plus, enfin, on transfère, pouf, on n'a plus, ça n'existe pas. Donc, souvent, ce qui se passe quand on rachète une filiale ou un service dans une entreprise, ce qui se fait beaucoup, eh bien, en fait, on va récupérer les collaborateurs, les marques, les contrats, etc. Et puis, bon, au bout du bout, il y a un décommissionnement de serveurs, etc. Et en réalité, le vendeur reste pendant un temps potentiellement plutôt limité d'ailleurs, le sous-traitant. Et donc, quand on fait une clause, enfin, quand on va faire une annexe sur la protection des données et donc la cyber, etc., là, on doit encadrer énormément de choses parce qu'on a payé, mais on n'a pas la data. Et donc, en réalité, là, on a vraiment un cas où si on n'a pas des experts du fond, on peut s'enliser. Pourquoi ? Parce que on va vous dire, moi, je suis co-traitant ou je suis responsable de traitement. Oui, c'est mes données à la base. Oui, mais non, parce que tu me les as vendues maintenant. Et donc, au moment où on négocie, on n'est pas encore dans la phase d'après, mais il faut s'y mettre. Et ensuite, on va devoir distribuer la responsabilité en fonction du service concerné. Donc, si je fais de la maintenance ou du support, je vais avoir une fonction. Si je suis juste à la mise à disposition de logiciels et je redonne des logins mots de passe, comment ça se matérialise et quelle fonction je vais avoir ici et du coup, quelle responsabilité. Et donc, sur tous les aspects, on va venir couvrir les zones de risque, mettre en face la responsabilité et les obligations et la matérialisation de l'exécution de l'obligation. Et si on ne fait pas ça, vous restez dans des zones de flou. Et comme à chaque fois, c'est au moment où il y a des flous qu'il y a des problèmes. Donc, si on a, par exemple, un incident de sécurité qui arrive à ce moment-là, parce que ça arrive, surtout que les personnes sont souvent bien informées, donc ce sont des zones de turbulence relativement fortes. Et donc là, vous avez un défaut de sécurité, une tentative d'escroquerie, une fraude aux dirigeants, que sais-je encore, qui va être responsable ? Si à un moment, on n'a jamais fait de matrice de qui faisait quoi, quand, avec quel livrable, etc., et qu'on n'avait pas déterminé ces aspects-là, vous partez pour 5 ans, 15 ans de contentieux pour savoir à qui en était la responsabilité. Et potentiellement, vous allez faire péter votre deal, vous ne savez pas quel assureur contacter, et puis c'est l'assureur sur quel périmètre. Voilà. Donc, en réalité, ce n'est pas une bonne idée de là vouloir le faire tout seul, parce que ce simple exemple-là, et dans les deals, il y a beaucoup de structures qui sont achetées avec des serveurs qui sont soit chez des sous-traitants, soit on n'a pas tous une baie chez nous, hop, on débranche les disques, tiens, voici les disques, salut, ça n'existe pas, c'est une fable. Donc voilà, tous ces points-là, si on ne les connaît pas, le chef d'entreprise, il a beau être omniscient. En tant que chef d'entreprise, on a tous l'impression d'être omniscient. C'est pas vrai. Là-dessus, on va forcément passer à côté et on est en risque de manière extrêmement sévère. Si on resitue notre propos au niveau du RGPD, est-ce que vous avez des exemples très concrets de deals qui n'auraient pas abouti à cause de ça ? Moi, j'en ai, mais pas dans la posture en tant que vendeur. J'en ai justement dans la posture où je suis en tant qu'acheteur. Et je me rends compte que le prestat à qui on voulait acheter quelque chose, il ne nous apporte pas toutes les garanties suffisantes. Et donc là, c'est aussi toi, c'est ton rôle de juriste ou d'avocat, d'avoir ta petite checklist, justement, de quand tu achètes un service, quelles sont les obligations, quelles sont les normes que doivent respecter ton fournisseur. Et s'il y a quelque chose qui va pas, de pouvoir alerter ton dirigeant et te dire là, si tu contractualises avec ce prestat, tu vas prendre un risque. Et donc typiquement, c'était sur un sujet RGPD, les équipes marketing qui avaient trouvé un super outil pour acheter une liste de prospects, trouver on ne sait comment. Mais apparemment, c'était l'outil du siècle qui allait nous permettre de gagner beaucoup de deals derrière. En fait, on a décidé de ne pas l'acheter parce qu'on ne savait pas d'où provenaient ces données. Et donc, à partir de là, quand tu te poses la question de la licéité de la collecte, il vaut mieux ne pas contractualiser. Quoi. Vous en avez acheté un autre ? Ils sont tous un petit peu dans cette situation-là, non, ce genre d'outil ? On n'en a pas acheté un autre. Ok. Donc, qu'est-ce que tu conseilles aujourd'hui à un directeur commercial ou un head of sales qui souhaite s'équiper ou qui s'est équipé de ce type
de faire attention, de vraiment se poser la question de la conformité au RGPD, de faire attention comment est-ce que ce fournisseur a réussi à obtenir toutes ces données. Parce que si tu as été scrappé LinkedIn ou tout un ensemble de sites internet et que tu n'avais pas le droit de le faire, c'est pas légal en fait. Et toi, si tu achètes ça, tu n'as pas le droit non plus de l'utiliser et d'en faire usage. Le risque, ce serait quoi, là, dans le cas où tu as acheté, tu n'as pas vraiment fait gaffe, tu aurais pu, mais ce n'est pas non plus ton métier, tu n'en as pas la responsabilité directe puisque ce n'est pas ton produit, tu l'utilises juste. Il se passe quoi, très exactement? Mais le problème, c'est que tu vas prendre ton téléphone et tu vas acheter un prospect qui était sur cette liste. Et le prospect, il va te demander, mais comment tu as eu mon numéro? Tu es qui? Ouais. Et donc, c'est quand même ta responsabilité à un moment qui va être mise en jeu. Voilà, c'est un point important parce que tu ne peux pas exonérer en tant que responsable de traitement. Donc, la personne qui acquiert la liste ne peut pas s'exonérer de sa responsabilité vis-à-vis de son vendeur. Donc, pour l'achat d'une liste comme pour autre chose, à partir du moment où je confie de la donnée ou que j'achète de la donnée ou que je la récupère ou j'utilise un service pour lequel je n'ai pas vérifié la conformité du service auquel je souscris, eh bien, j'engage ma responsabilité. Je suis responsable devant la CNIL. Je ne peux pas m'exonérer de ma responsabilité vis-à-vis de la CNIL. Donc, sauf à démontrer que j'ai été particulièrement diligent et qu'en gros, je ne pouvais pas savoir parce que ça m'avait été sciemment caché, etc., etc. C'est vraiment quelque chose... J'ai tout donné, c'était pas possible de savoir. Voilà, il y avait un coffre-fort, j'ai pas vraiment ça, je pouvais pas. Là, on va dire, OK, tu as mis tout en place, donc, de mesures techniques et organisationnelles pour arriver à avoir l'information. Il n'y en a pas, tu l'as pas eu, tu n'as pas réussi à l'avoir. Ou l'information, plus encore... L'information qu'on t'a donnée était une information fausse, on t'a menti, on t'a donc manipulé. Là, tu peux pas être responsable. Donc, si j'ai un mail du commercial... Non, mais un mail, c'est cool. Alors, moi, c'était exactement ça. Moi, c'était, mais le directeur commercial, il a assuré que c'était conforme au RGPD. Mais ça me fait plaisir. Alors, enfin, ça me fait plaisir. Voilà. C'est vraiment, c'est agréable. Merci beaucoup. Merci à lui. La CNIL va dire. Non, mais qu'est-ce que c'est que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Okay. C'est un peu, tu vois, la traçabilité qu'on a sur les aliments, tu vois, la composition de l'aliment, c'est un peu ça qu'on cherche, tu vois. Okay. C'est en gros, on est où sur le Nutri-Score, tu vois? C'est un peu ça. Et donc, tant qu'on n'arrive pas à démontrer ça, et donc démontrer qu'on a cherché à avoir la preuve qu'elle nous a été apportée. Après, si on t'a menti, on t'a menti, d'accord? Tu t'es fait escroquer. Et c'est pas la victime qui va en plus être responsable. Cependant, il faut bien avoir montré qu'on avait un minimum de jugeote. On parle quand même de chefs d'entreprise qui achètent des choses pour leur activité. On parle pas d'une ado de 14 ans ou de 20 qui s'est fait escroquer. D'accord ? On parle de gens qui font du business. Mais moi, typiquement, alors peut-être que probablement, sûrement, je manque de jugeote. J'achète... un outil de ce type-là, on me certifie dans un mail ou je vois sur leur site RGPD Compliance, pour moi c'est suffisant. Donc en fait, ça l'est pas. Bah non. Ok. Ce serait trop beau pour être vrai. Non. Surtout dans ces cas de marketing. En plus, il y a plein de choses que tu peux faire pour... là, on peut donner quelques tips. Mais si tu veux, par exemple, quand ils mettent RGPD conforme, tu peux faire une recherche gratuite, accessible. C'est de l'open data. Et ben, tu vas sur le site de la CNIL et tu télécharges les entreprises qui ont nommé un DPO. Et tu vas regarder la boîte chez qui tu cherches à acheter, notamment là, du marketing. Donc, il y a de la... mais moi, souvent, elles sont... Enfin, en l'occurrence, elle était basée en Israël, moi, la mienne. Mais du coup, oui, mais est-ce qu'elle a... Peu importe. Est-ce qu'elle a nommé... Est-ce qu'il y a un référent données perso? Est-ce qu'elle a nommé un DPO en France? Est-ce qu'elle a une activité sur le sol français ou européen? Et est-ce que je peux avoir cette information? DPO, pour ceux qui ne savent pas, c'est Data Protection Officer. Oui, okay. Délégué à protection des données en version anglais. Et en fait, déjà, est-ce que j'ai cette info? C'est qui la personne? C'est pas... il y a un mail. J'ai un point de contact quelque part. Et puis-je lui parler? Où est-il préoccupé? Donc, en fait... Et ça, c'est vraiment, c'est une vérification niveau 0. Tu vois? On n'en est même pas à aller vérifier la santé financière d'une entreprise en payant des trucs à verif.com, tu vois. On est vraiment niveau 0... Je cherche à acheter, je vais vérifier la réalité, et pas marketing, en fait, pas commercial, des propos qu'on me tient. Donc, je suis RGPD conforme, ok, est-ce que j'ai un bandeau cookie? Est-ce qu'il est paramétrable? Oui, non. Est-ce que j'ai une politique sur mon site? Oui, non. Est-ce que j'ai un formulaire de gestion des droits? Oui, non. Enfin, vraiment, ça, c'est 0, quoi. C'est une checklist niveau... Je pense mon enfant peut le faire. C'est un jeu des 7 erreurs. C'est tout. Et dès qu'on a trop d'écart, il faut poser des questions.
Et donc, si, après là, dans ton exemple, la société elle est en dehors des frontières de l'Union européenne, bah, qu'est-ce qu'elle a mis en œuvre ? Et là, elle doit encore plus montrer patte blanche pour m'expliquer... Enfin, qu'est-ce qu'elle a mis en œuvre pour respecter la loi de son client, en fait. Et je crois qu'il faut faire très attention aux annonces commerciales et marketing, parce qu'en plus, on peut se retrouver aussi avec des annonces dans des plaquettes, dans des présentations commerciales, qui en fait proposent des outils qui sont absolument interdits en France et en Europe. Ouais, mais aux États-Unis, ils le font. Bah, c'est cool. Et bah, du coup, va t'installer aux US si ça te fait plaisir. Mais sur le marché et à destination des ressortissants européens, c'est interdit. Voilà, donc tu fais ça aux États-Unis sur le marché américain avec les ressortissants américains. Pas de problème, tu fais ça des États-Unis sur le marché européen, c'est mort. Voilà. Tu fais ça en France pour le marché européen, pour le marché américain, c'est mort. Voilà. C'est assez basique en fait. Mais ce sont vraiment des contrôles niveau 0. Enfin, c'est vraiment rien. Donc, et tu ne pourras pas t'exonérer de ta responsabilité. Donc après, tu pourras faire une action, mais là, ce serait plus mais une action en recursoire, donc c'est comme ça qu'on appelle ça. En bref, une action en responsabilité devant le tribunal de commerce en disant « il m'a menti ». Ouais, mais ça devient compliqué en fait. Quand ton entreprise n'est même pas basée derrière en France, tu rentres dans un niveau de complexité juridique, judiciaire, dans lequel tu n'as franchement pas envie de t'embarquer dès le départ. Et c'est pour ça qu'après, tu dis à ton dirigeant, voilà la situation, le bénéfice-risque, je te laisse juge. Qu'est-ce qu'on fait ? Moi, je te conseille fortement de ne pas signer. Et puis, là, tu me dis, qu'est-ce que je risque ? On peut dire qu'on a trois risques. Enfin, plus que ça, mais on a déjà 3 risques en termes de mécanismes à mettre en œuvre. On a un premier risque, contrôle CNIL, sanction administrative. On a un deuxième risque, qui est donc dans l'ordre judiciaire, parce qu'on a 2 ordres, administratif et judiciaire. Et judiciaire, encore 2 endroits. On a les dommages et intérêts, que les personnes qui se sont retrouvées dans ton système d'information, qui n'avaient pas à se retrouver sur ton système d'information, pourraient déclencher à ton encontre. Dans quel tribunal compétent ? Dans celui où elles vivent, parce que ce sont des personnes physiques. Et donc là, on irait sur le terrain du droit de la conso ou des individus. Et donc c'est le tribunal, là, ce serait le tribunal de la personne physique contre... Donc là, c'est lui, David, du coup, tu deviens Goliath alors que tu n'avais pas prévu d'être Goliath dans l'histoire. Donc là, tu peux être poursuivi en dommages et intérêts pour violation de la vie privée, en tout cas, violation des traitements de données, de la loi informatique et liberté et de tous les aspects sur les traitements de données à caractère personnel. T'as pas trop envie de ça. Et ensuite, il y a un volet pénal. Parce qu'il y a une responsabilité pénale du chef d'entreprise. Donc vraiment, quand on regarde tout ça... Puis t'as un préjudice réputationnel. Et après, t'as le préjudice... Au-delà du judiciaire, tu te retrouves avec un préjudice réputationnel. Une simple mise en demeure de la CNIL, c'est public. Après, la clôture, parce qu'en fait, t'étais un bon élève, réputationnellement parlant, c'est un peu fait quand même, hein. Voilà. Donc, en fait... Je pense qu'il y en a qui doivent avoir un petit peu peur, là. Non, mais en fait, justement, au contraire, faut pas juste... Enfin, je pense que ce qu'on essaye de dire, c'est que, finalement, la peur, là, elle va rien t'apporter. Donc... Comme on sait qu'on peut faire un certain nombre de choses et que ces choses, l'ensemble d'un dispositif, surtout que plus petit on est, plus le dispositif est simple à mettre en œuvre. C'est sûr que quand tu es déjà une ETI, une très grosse PME, tu as 4-5 établissements secondaires, etc. Dès que tu commences à être très gros, c'est évidemment beaucoup plus compliqué à mettre en œuvre. Mais quand tu es une petite structure, c'est beaucoup plus simple. Réfléchis tant que tu es petit à ta politique de vente et à ta politique d'achat. C'est franchement pas difficile. Et effectivement, cette fameuse checklist dont parlait Oriana, elle est hyper importante. Quand j'achète quoi et quels sont les prérequis ? Et quand le cœur de ce que tu achètes devient de la donnée personnelle, fais ce b.a.-ba de checklist pour pas te retrouver dans une situation compliquée. Donc, dans ton exemple, le dirigeant a finalement décidé, au vu des risques vs les bénéfices, de ne pas aller sur ce type d'outils, quoi. Quand bien même ils te vendent des retours sur investissement relativement colossaux. Oui, après, déjà, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que c'est de la pilule magique ? On ne sait pas.
Mais en fait, le dirigeant a compris que là, il pouvait mettre en péril la vie de son business. Au-delà du risque juridique. C'est sa responsabilité propre aussi. C'est sa responsabilité propre et il y a un préjudice réputationnel. Et pour peu que ton entreprise, enfin ton client en l'occurrence, soit un petit peu dans le domaine de la cybersécurité, etc., si demain il fait la une des journaux où il est sur le site de la CNIL parce qu'il a potentiellement violé le RGPD, c'est pas terrible en termes de com. Je suis pas sûre que derrière tu aies des investisseurs qui se suivent, tu vois, sur ta prochaine levée en plus. Vous dites ça et en même temps, moi ça c'est une réflexion personnelle, on utilise a priori tous les GAFA, on sait qu'ils ont tous été maintes fois condamnés. Je sais pas vous, mais à chaque fois que je télécharge une nouvelle application, je lis absolument jamais, juste je clique sur accepter. Donc en fait il y a une espèce de dissonance très forte entre ce que vous dites, le cadre réglementaire, et l'attitude du consommateur dans sa vie de tous les jours, en tout cas la mienne, et je pense ne pas être le seul, autour de ces sujets-là, quoi. Oui, mais l'attitude du consommateur est excusable dans un sens où il n'y a aucune formation. Il n'y a aucune information, il n'y a aucune formation, il n'y a aucune sensibilisation à ce stade, en tout cas, qui est faite de manière massive. À l'école, on n'en parle pas, ou très très peu. Il y a quelques campagnes maintenant au collège sur la sensibilisation autour de ce sujet de cyberharcèlement et donc des enjeux, des dangers en fait d'Internet, mais absolument pas sur ces aspects-là. Le contrôle de la donnée, c'est un sujet qui n'est pas abordé. En tout cas, pas de manière massive. À ma connaissance, ça ne fait pas partie d'une campagne nationale de cyberprévention, je sais pas quoi. Et en réalité, on a deux choix dans la société. Soit on met la pression au niveau des individus et on leur dit « arrêtez de faire ça ». Soit on met la pression au niveau des organisations. En mettant la pression sur les organisations, on a un levier beaucoup plus efficace rapidement. D'ailleurs, il n'y a qu'à regarder les chiffres en quelques années de la prise en compte de cette réglementation et du nombre de personnes qui ont compris qu'il fallait verrouiller avec un mot de passe son téléphone portable. Mais parce qu'en entreprise, on l'a dit à Martine de la Compta, allez, viens en formation RGPD, on doit te sensibiliser. On a dit au PDG, au président même de la PME, parce que son voisin s'est fait taper en cyberattaque, etc. Il s'est dit, il faut peut-être que je fasse quelque chose. En réalité, il y a des actions qui sont mises en œuvre à l'aune de cette réglementation. On se dit, bon, il faut vraiment que je m'en occupe. Mais au niveau global, à l'échelle des individus, ça prendrait un temps infini. T'as qu'à regarder même les campagnes de com des banques ou des institutions financières, pour ne viser personne. Il y a 2 ans, il y a 1 an et il y a 6 mois, c'est pas les mêmes. Aujourd'hui, t'as toutes les banques qui font des messages sur la fraude bancaire. Le faux conseiller bancaire. Mais parce qu'il y a eu des campagnes massives d'escroquerie aux faux conseillers bancaires, couplées au fait que sur certains aspects, peut-être que c'était pas hyper haut niveau, et plein de gens se sont fait escroquer. Et quand la personne, elle t'appelle, et que ça ressemble au numéro de ta banque, parce qu'ils ont utilisé ce qu'on appelle du spoofing, c'est-à-dire ils se font passer pour. Donc il y a écrit le nom de ta banque sur ton smartphone. Il n'y a pas écrit un 0 bizarre. Il y a écrit le nom de ta banque. Quand tu décroches, tu crois que c'est ta banque qui t'appelle. Donc il y a une usurpation ici de la marque, du nom, voilà. Que la personne, elle te raconte toute ta vie au téléphone. Parce qu'en réalité, ta donnée, elle a été volée auprès de... Alors, soit les GAFAM, soit d'autres. Enfin, je veux dire, n'importe quel outil que tu utilises qui s'est fait attaquer et qui s'est fait voler sa donnée. On t'appelle, on te dit alors t'es Alex machin, tu vis à tel endroit, et puis je sais que ton numéro client c'est ça, et puis je sais qu'hier t'as acheté ça. Et là tu te dis ça doit vraiment être mon conseiller bancaire parce que pour savoir tout ça sur moi, et ben non, c'était pas lui. Mais ça, c'est très récent qu'il y ait des campagnes de sensibilisation là-dessus. C'est hyper récent. Et le texte, il date de 2018. Et on a des campagnes, là, 2023, 2024. Donc, c'est pas possible. Enfin, je vois pas comment on peut demander aux personnes d'avoir ce changement de comportement, alors même que les entreprises, et parfois les plus grandes d'entre elles, s'y ont mis 4 ou 5 ans après, quoi. Ça me paraît déraisonnable. En fait, ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est que en fonction de où est-ce que je me situe, donc c'est Alex,
citoyen individu où je vais pas trop checker et je vais accepter les conditions de la nouvelle app que j'ai téléchargée, bon, pas très grave. À la limite, ma responsabilité n'est pas engagée. En revanche, moi, Alex, qui achète un outil pour faire de la lead gen avec ma casquette de responsable commercial dans ma boîte, là, on attend de moi une attitude extrêmement différente dans le fait d'aller checker que l'outil avec lequel j'ai contractualisé m'a pas juste dit oui, RGPD compliant, mais que j'ai un petit peu creusé, quoi. Donc en fonction de où est-ce que tu te situes, on n'attend pas du tout de toi la même responsabilité. Ouais, exactement. Non, bah, t'as une casquette différente. Tu engages la responsabilité d'une entreprise. Et il y a aussi une responsabilité du dirigeant. Donc déjà, toi, Alex, responsable du growth dans l'entreprise, est-ce que tu auras la capacité et le mandat à engager la société pour laquelle tu travailles et faire appel à cet outil-là? C'est déjà une première question. Parce que sinon, ton dirigeant risque de pas être très content si t'as signé pour lui. Si t'as signé pour lui un outil qui n'est pas légal. Premier point. Et deuxième point, ouais, tu as une responsabilité en tant que professionnel. Tu deviens professionnel, tu deviens plus consommateur. Là, bon, je vais un peu raconter notre vie, mais je pense que ça pourra intéresser. On est en train de signer la mise en place d'un très gros CRM, un des plus gros, là, probablement celui auquel vous pensez. Est-ce que je pars du principe que... Non. Okay. Envoie-le-moi. Non, Okay. Non, tu pars du principe de rien du tout. En fait, tu pars du principe que tu vas sans doute subir des clauses, ça, ok. Peut-être même que tu seras dans le cadre d'un contrat d'adhésion, mais tu pars du principe de rien du tout. Parce que, et je déteste cette expression, mais la confiance n'exclut pas le contrôle. Ça marche que dans le monde professionnel. Faites pas ça à la maison. Chérie, donne-moi ton téléphone. La confiance n'exclut pas le contrôle. Je pense que tu vas passer une bonne soirée. Non, faut pas faire ça. Mais non, tu dois, en responsabilité, demander des preuves. Oui, et puis surtout, comment est-ce que demain tu pourras m'expliquer comment sont traitées les données personnelles des contacts email ou autres que tu vas mettre sur cet outil CRM? Qu'est-ce qui va en être fait derrière comment ça va être stocké? Ouais, tu veux des questions? Parce que là, on peut t'en poser plein. Tu vois, par exemple, comment c'est stocké? Comment tu le récupères? Combien ça te coûte de le récupérer? Est-ce que ce sera facilement lisible? Est-ce qu'ils peuvent te donner des exemples de modalités de récupération? Est-ce que c'est paramétrable? Est-ce que les durées de conservation sont paramétrables? Est-ce que tu peux ajouter ou enlever des données? Ou est-ce que tu subis leur canevas et du coup, si tu la remplis pas, c'est pas grave, on le sait pas. Mais bon, on a quand même la possibilité de le remplir. Et ça, potentiellement, c'est illégal parce que c'est absolument contre le principe de minimisation. Comment c'est sécurisé? Est-ce que j'ai une double authentification pour me loguer? Est-ce que ce sont des comptes individuels ou est-ce que c'est un compte générique? Est-ce que mes données elles sont au milieu de toutes les données de leurs clients ou est-ce que c'est isolé? Non, vraiment, vraiment, moi, je peux en poser là. En fait, moi, je suis parti du principe que... Ils étaient gros, ça va le faire. Ouais, et puis en fait, on est tellement à les utiliser que bon, si c'est bon mais pour les autres, c'est bon pour nous. Mais c'est d'ailleurs tellement vrai que Google, Facebook, Meta n'ont jamais été sanctionnés. Ouais. T'as tellement raison. Ils n'ont jamais été sanctionnés. Eux, ils font tout le temps les choses bien. Merci. Vraiment, Alex. Vraiment, ça, c'était... Bon, il va falloir qu'on discute Katiane. Je pense que ça, c'était une bonne remarque. Parce que... Katiane, est-ce que tu peux nous partager, du coup, le fonctionnement de ton métier de juriste à temps partagé? Oui, bien sûr. Donc moi, en fait, je travaille pour un petit portefeuille de clients. Je travaille pour eux donc à temps partagé, c'est-à-dire que je vais alterner des demi-journées ou des journées. Ça va être selon un fonctionnement qui va être déterminé conjointement avec mon client. Un certain nombre de jours par semaine, un certain nombre de jours par mois, et on va se mettre d'accord sur déjà un périmètre, un champ d'action. Souvent, c'est du droit des contrats, ça va être leur besoin numéro 1 à l'heure actuelle. Et on va se mettre d'accord sur un calendrier d'intervention, une roadmap. Comment est-ce qu'on va travailler ensemble pour atteindre ces objectifs? Donc, tu vas avoir une phase de build pendant lesquelles on va un petit peu ouvrir le capot du client. On va regarder effectivement ses besoins en matière contractuelle, l'existence, qu'on peut améliorer, etc. Après, il y a tout un ensemble de choses qui se raccrochent à la partie contractuelle. La partie données personnelles, évidemment, est plus qu'un accessoire hyper important à la partie contractuelle parce qu'on a toujours ces annexes données personnelles. Donc on regarde un petit peu ce qui se fait. Pareil, best practice, s'il y a des zones d'amélioration, d'optimisation, voire parfois on part un petit peu de zéro.
Donc voilà, on travaille avec lui. Et puis après cette phase de build, on va avoir une phase de run classique, de négo des contrats, une fois qu'on aura mis en place des templates de conditions générales de vente, de conditions générales d'achat s'il en a besoin, ou en tout cas ces checklists qu'on aura fait avec lui, des annexes données personnelles. Et voilà, on va travailler avec lui sur l'optimisation aussi de ses fonctions juridiques, pilotage de ses différents contrats, parce que le droit, c'est pas uniquement finalement la signature des contrats, c'est derrière qu'est-ce que tu en fais de tes contrats, parce que dans tes contrats, tu as de la donnée qui est hyper importante, au-delà de la donnée personnelle, mais tu vas avoir t'as des données financières, tu vas avoir des données de durée de ton contrat, des niveaux d'engagement et donc des niveaux de risque que tu vas prendre, ce qui devient hyper important derrière quand tu vas vouloir par exemple lever des fonds. On va te demander des comptes à rendre sur ok, tu me dis que tu as 50 clients et que tu fais un chiffre d'affaires de temps, mais maintenant montre-moi tes vrais contrats. Donc, tu as plutôt intérêt, dès le départ, à regarder et à centraliser toutes ces infos pour ne pas avoir à le faire au pied levé dès qu'on te le demande. Et la valeur ajoutée du temps partagé VS un cabinet d'avocats plus classique qui t'accompagne sur tes sujets de contrat, typiquement, c'est quoi ton regard là-dessus ? En fait, ça va être l'avantage d'avoir un expert qui va travailler donc, pour un portefeuille de clients, donc il va avoir une expertise et une diversité de domaines dans lesquels il évolue qui est toujours intéressante et des best practices à mettre en place pour le client. C'est l'avantage aussi de ne pas avoir un salarié, parce qu'on sait qu'avoir un salarié, ça peut coûter plus cher. Il y a de la flexibilité naturellement dans le process. Et puis l'avantage aussi, nous, chez Smash Legal, c'est qu'on a une équipe qui est composée de plusieurs talents qui ont des domaines d'activité hyper spécifiques. Donc si on a un doute sur un secteur d'activité, on peut toujours aller voir les petits copains du bureau d'à côté qui nous éclairent sur le sujet. Et on est aussi hyper réactif, où on s'intègre au maximum au mode d'intervention du client. Donc typiquement, on est sur Slack. Et ça, je sais que c'est quelque chose que nos clients ils apprécient beaucoup, pouvoir nous pinguer à n'importe quel moment de la journée. Ils ont une réponse hyper rapide. Ce qui nous permet, nous, derrière, de prioriser aussi les urgences. On est joignable au téléphone. On n'a pas l'approche traditionnelle du cabinet d'avocats. On a essayé de se mettre un petit peu au goût du jour et de fonctionner comme nos clients. Nickel. J'avais une autre question pour vous. Si j'achète ou je vends ma boîte, comment est-ce que le sujet de la RGPD s'imbrique là-dedans ? C'est hyper important. Ça va faire partie, il y a encore une fois cette fameuse checklist qui va intervenir avec un ensemble de points, de sujets qui vont être regardés par le vendeur ou par l'acheteur, selon le cas dans lequel tu te situes. Donc la protection des données personnelles, va y avoir un audit de conformité qui va être fait. Donc nous, ce qu'on conseille, c'est quand tu es vendeur, quand tu sais que tu vas vouloir vendre ta boîte ou que tu vas vouloir lever des fonds dans quelques mois, anticipe pour pas te retrouver dans une situation où tu subis une due deal et on te demande un certain nombre de documents et en fait t'étais préparé à rien et tu paniques. Donc fais une petite due diligence avant pour te mettre en conformité, vraiment le niveau 0, t'assurer que tu as tout, que tu as ton registre de traitement, tu as donc ton DPO le cas échéant, que tu as bien tous tes contrats, etc. Pour minimiser les risques, parce que ça va forcément avoir un impact derrière sur la valeur de ta boîte, ça va avoir un impact sur le prix des actions ou autres, et puis sur la responsabilité derrière qui peut être encourue. Et si tu rachètes une boîte qui n'était pas compliant, tu le mets dans la garantie de passif et tu casses le prix. Tu deviens responsable de fait de ce qu'elle a fait avant. Alors, ça dépend. Ouais, ce serait pas aussi. Je pense que c'est pas aussi clair. Ok. Voilà, c'est pas tout noir et tout blanc. Pourquoi ? Parce que déjà, on se posera encore la question de quand. Tu vois, parce que du coup, typiquement, j'achète quelque chose qui n'est pas conforme. Donc, avec la connaissance de l'absence de conformité, parce que c'est bien ça l'enjeu. On m'a vendu, il n'y a pas de frein. Il faut que j'achète des freins. Il faut que je fasse installer des freins. Il faut que je vérifie qu'ils fonctionnent. Et après, je roule tranquille. Là, c'est un peu pareil. J'achète. Je sais qu'à l'intérieur, il manque quelque chose. Il faut que je m'en occupe. Donc, si il se passe quelque chose sur la période
dans la garantie de passif, on va déclencher ça et on va mettre en cause le dirigeant, etc. On va se retourner contre lui. Mais bon, sur l'image de marque, ça sera quand même un peu... Ça sera douloureux. Donc là, pour moi, comme l'a dit Katiane, quand on achète, on demande à minima... Enfin, quand on vend, en tout cas, quand on envisage de vendre, il faut avoir bien conscience qu'à minima, on fait ce qu'on appelle une vendor due diligence. Donc, on essaie de savoir où est-ce qu'on en est. Mais au même titre qu'en droit du travail, hein, on fait des audits de vente en droit du travail pour voir si on a trop d'écart, si on n'a pas assez payé l'URSSAF, si on a vraiment des zones potentiellement avec des contentieux en matière de droit du travail. On fait la même chose sur RGPD. Ça ne présente pas beaucoup de difficultés. C'est un audit et ça permettra d'avoir une vue très claire des zones de risque. Quand on sait où est-ce qu'on a des zones de risque, on peut négocier ces zones de risque. Soit on considérera que ouais, mais bon, le risque, que ça serait, la vraisemblance du risque est relativement faible, donc ok, j'ai un risque et je peux le couvrir. Ou bien j'ai un risque et je considère qu'effectivement, il ne faut pas que je le laisse en état et donc je vais travailler dessus. Évidemment, et je vais donner un exemple d'un projet qui est toujours très, très gros dans les entreprises, qui est la purge de données. Lorsque je n'ai pas mis en œuvre de purge de données et que je veux vendre, j'ai une non-conformité. C'est comme ça. 1 ou 0, là, c'est 0. Si j'ai cette non-conformité-là, ce n'est pas un projet où il me manque une procédure que je vais pouvoir rédiger, implémenter, une information à tous mes collaborateurs, et là, c'est fait. Pas du tout. Donc, il va falloir que je documente l'absence de purge, que je mette en œuvre un certain nombre de points, notamment un comité, on va avoir un projet qui va se créer, on va avoir des fiches projets, on va commencer en fait à mettre en œuvre ce projet de purge. On va créer des durées de conservation, on va se mettre d'accord. Et tout ce que je te dis là, en réalité, c'est qu'on va documenter un projet autour de cet objectif-là. Donc, peut-être que moi, en tant que vendeur, je ne l'implémenterai pas. Mais au moins, quand mon acheteur va arriver, il ne va pas y avoir rien. Je comprends. Et donc, je dois investir ce temps, je dois investir cet argent pour mobiliser. Parce que sinon, moi, en tant qu'acquéreur, je peux dire, moi, c'est un trop gros danger. Vous n'avez même pas fait l'hygiène de base, donc je ne viens pas. Et donc, c'est un vrai problème de se dire qu'on a loupé on a loupé un investisseur parce qu'on n'avait pas ça. On a récupéré des clients parce que leurs investisseurs, ils étaient presque arrivés au bout, et les investisseurs, quand ils ont posé des questions sur RGPD et cybersécurité, ils ont dit, mais vous n'avez pas de DPO, en fait. Ça leur paraissait tellement évident qu'ils n'avaient même pas posé la question, tellement ça paraissait évident qu'ils avaient un DPO. Et ils n'en avaient pas. Et donc, on a récupéré des clients comme ça. Donc, en l'occurrence, ils ont un DPO en interne, on l'a formé, on l'a accompagné, etc. Mais le fait de ne pas en avoir, ça a été un no-go complet des investisseurs qui ont dit revenez quand vous serez prêts, quoi. Et c'est dommage, parce qu'on sait combien ça prend la tête. Ça prend du temps, ça prend des prestats à côté parce que au niveau financier, au niveau juridique, sur la partie droit des sociétés, etc., ça prend du temps de travailler un investissement. De l'argent. Et donc, ça prend de l'argent. Et là, tout par terre. Comment tu arbitres un DPO interne ou externe ? Alors, il y a des critères déjà dans le RGPD, mais globalement, mon conseil de base, ce serait... À partir du moment où tu envisages de vendre, il faut que tu aies un DPO. Ça va rassurer. Donc, à part si ton job, c'est uniquement d'acheter du tissu en vue de faire des vestes. Tout le monde a compris qu'à partir du moment où ton activité n'était pas tournée vers de l'exploitation ou du traitement de données à caractère personnel, de manière directe ou indirecte, c'est pas la peine de se dire il me faut un DPO. Si tu es éditeur de logiciels avec des volumes de données importants, c'est pas possible de dire... Parce que tu vas dire, ouais, c'est pas ma donnée, en fait. Oui, mais ce que tu draftes, c'est utilisé par d'autres qui, eux, vont mettre leurs données dedans. Donc, si en plus tu fais du SaaS, tu vas héberger la data. Donc oui, c'est pas la tienne, mais c'est pas mal de montrer que tu te soucies du sujet quand même. Donc, pour moi, la reco, c'est à partir du moment où tu vas vendre, prends un DPO, soit en interne, mais souvent, dans les petites structures, t'es vite conflicté, donc tu peux pas le nommer, soit en externe, pour au moins que tu aies une feuille de route, qu'il y ait quelqu'un qui sache répondre aux questions des investisseurs, qu'il y ait quelqu'un qui sache répondre aux questions des avocats en face, dans le cadre d'un audit de conformité, et qui vérifie que tu aies le minimum
de l'hygiène en matière de données personnelles vis-à-vis de ton secteur d'activité. Donc, si tu fais que de l'achat-revente de matières premières dans le secteur du textile, non. Mais si tu fais ça à très grande échelle et que tu te retrouves avec dans ton CRM l'intégralité des magasins de retail de France et de Navarre avec les noms et prénoms de tous les commerciaux et une petite case qui explique quand est-ce qu'on le contacte, quand est-ce qu'on ne le contacte pas parce que sinon on va le déranger parce qu'en fait il vit avec sa famille à l'autre bout de... Voilà, tout ça là qu'on retrouve dans les CRM, oui, prends un DPO. Voilà. Non, donc, suis les critères réglementaires, mais regarde aussi par rapport à ton objectif si tu es là pour rassurer, si c'est finalement... Si t'as mis trop de sécurité qu'au final, il n'y avait vraiment pas besoin d'avoir un DPO, bah, au pire, l'acheteur, il s'en séparera. Mais au moins, tu ne te poseras pas de questions. Tu vois, après, c'est un peu de stratégie pour éviter qu'il y ait des questions là-dessus et fermer le sujet. Et vu le coût que ça a, c'est pas la peine non plus. Enfin, je suis pas sûre que ce soit vraiment une économie à réaliser. Parce qu'à l'inverse, si tu as des questions, parce que la personne en face, elle n'a pas très compris, ou que toi-même, tu sais pas répondre aux questions, tu risques de te perdre ton deal, alors que vraiment, il y avait peu d'enjeux. Enfin, c'était dommage de faire l'économie en question. Là, on a parlé de fonds d'investissement, donc structure, personnes morales, professionnelles. Quid des personnes qui investissent en individuel, en particulier? Est-ce qu'elles sont soumises aux mêmes règles là-dessus? Et en termes de responsabilité, est-ce que ça les implique aussi? Alors, l'investisseur, il n'aura pas de responsabilité vis-à-vis de ce que fait le gérant, sauf s'il en a connaissance et qu'il y a participé et qu'il a commis le crime avec le gérant. Ok, mais on va partir du principe où on te donne juste un chèque et puis ciao. Ouais. À partir du moment où tu as acheté en connaissance de cause, que tu as posé toutes les questions et qu'on t'a répondu honnêtement, que tu sois un particulier ou un investisseur institutionnel, tu n'auras pas de responsabilité. Sauf si tu as participé à un traitement qui serait illégal. Okay. Non, juste ton risque, ça va être qu'on découvre à un moment ou à un autre que la boîte dans laquelle tu as investi est pas compliant du tout, qu'il y ait un breach de données perso, que ça fasse la une des journaux et que demain, du coup, la boîte dans laquelle tu as investi, elle va plus rien. Voilà, c'est ça ton risque. D'où l'importance de poser la question en amont, quoi. Exactement. Plus pour ton investissement que ta responsabilité en tant que telle. Je reprends l'exemple de mon entrepreneur. Qu'est-ce qui se passe très concrètement si à un moment la CNIL vient le voir et qu'elle lui dit qu'il n'est pas du tout compliant avec le RGPD? Quels sont les risques? Alors, tout à l'heure, on a parlé du risque administratif, etc. Il y a des sanctions dans le texte qui sont au niveau, en tout cas, de l'autorité de contrôle, qui sont de 4% du chiffre d'affaires mondial consolidé ou 10-20 millions, à savoir que dans les deux cas, on prend le montant le plus élevé. Non, ces sanctions ne sont pas appliquées telles quelles. À ma connaissance, il y a encore personne qui a pris 4% de son chiffre d'affaires mondial consolidé. Sinon, je pense qu'on peut carrément financer les retraites si on nous écoute et qu'on cherche des budgets. Je pense que là, il y a quelque chose à aller chercher en termes de sanctions. Et d'ailleurs, ça rentre même pas dans le budget de la CNIL, hein, donc voilà. Donc c'est ça la sanction, c'est une sanction pécuniaire, mais vraiment la première des sanctions à mon sens, et notamment pour les petites structures. Évidemment, quand on a une structure, on prend 400 000 euros de sanctions, c'est douloureux. Mais le vrai problème, lorsqu'on n'est pas sur un marché où on est indispensable, c'est notamment le problème d'image. Vous vous rendez compte que... Vous savez, d'ailleurs, on me dit toujours, oui, mais la CNIL, ils viendront pas me voir, je suis trop petit. Mais c'est complètement faux. La CNIL, en décembre 2020, on se rappelle ce qu'on faisait en décembre 2020, on sortait du Covid, elle a sanctionné des médecins généralistes, libéraux. Alors, c'était des petites choses, 4 000, 6 000 euros de mémoire, quelque chose comme ça. Mais... Donc, c'est pas fou, le montant, il n'est pas dingo. Mais ils étaient libéraux, enfin, je veux dire, tout petits. Plus petit, ça doit être compliqué quand même. Et ça les a pas arrêtés. Tu as les enquêtes simplifiées aussi maintenant. Maintenant, il y a les enquêtes à 20 000. Voilà, c'est la sanction à 20 000. Donc, exactement, les enquêtes simplifiées. Donc, en gros, tu te fais flasher, t'es sanctionné. Voilà, c'est à peu près ça. Voilà. Mais en fait, l'enjeu, il est au-delà du financier. Il est vraiment lié à l'image de marque. Parce qu'à chaque fois que tu te fais épingler, vous disiez que c'est public. Ça va être public sur le site de la CNIL et parfois même la CNIL, elle va vraiment te sanctionner en te disant il faut que tu mettes une petite bannière sur ton site web.
disant que J'ai fauté. Voilà, j'ai fauté, Okay. pardonnez-moi. C'est mal. Ouais. Non, Donc là, c'est vraiment un problème, puis c'est un problème pour toute la chaîne de valeur. Ouais. Parce qu'on comprend bien que lorsqu'on est client de cette structure, eh ben on se dit oh là là, Ils vont venir voir chez moi. ils pourraient venir voir chez moi, mais c'est surtout que ça veut dire que moi aussi j'utilise alors en fonction du manquement qui a été constaté, évidemment, si le manquement c'est on est éditeur de logiciels en SaaS, on fait l'hébergement des données de nos clients et le manquement qui est constaté c'est le manque de sécurité de la base de données métier du logiciel, évidemment, toute la chaîne va avoir le même manquement. Mais si le manquement, c'est, je sais pas moi, c'est non-respect des droits, d'exercice de droit, là, c'est pas forcément tous les clients de l'éditeur en question. Ouais, et puis il faut aussi se poser la question de est-ce qu'il y a une stratégie commerciale derrière de communication conjointe, vraiment de partenariat. Et là, quand tu associes ton image de marque à une autre marque qui vient de se faire épingler par la CNIL, pas terrible. Et au-delà de ça, tu vas aussi avoir un enjeu de est-ce que dans ton contrat, tu as prévu des cas de résiliation du contrat si le co-contractant se fait épingler par la CNIL pour un certain nombre de raisons. Ça peut aussi être l'occasion du coup de procéder à un petit audit chez ton co-contractant pour voir s'il vérifie bien, s'il respecte bien les obligations contractuelles, et s'il ne respecte pas les obligations contractuelles, quels sont les cas pour y mettre un terme. Et ça va avoir en plus un impact pour ce co-contractant, au-delà de son impact préjudiciable en termes de réputation, il va y avoir un impact financier par la perte d'un certain nombre de son chiffre d'affaires, d'un certain nombre de contrats, où les gens vont y mettre un terme. Ce qui peut aussi, en plus de ça, avoir un impact, parce que tu peux être amené à rembourser des sommes que tu as déjà, qui t'ont déjà été versées, parce qu'on aura mis fin à ton contrat pour faute. Très clair. Si on plus les dommages et intérêts que tu vas devoir payer. Plus les dommages et intérêts. Et les frais d'avocat. Et les frais d'avocat. Et voilà, donc ça commence à faire beaucoup, quoi. Si on resitue pour mon entrepreneur, là, donc si je suis au niveau 0, je vais tout de suite sur le site de la CNIL et à minima, je télécharge le template autour du RGPD. Ça, c'est un premier sujet. Deuxième sujet, se poser la question de ta fameuse checklist quand tu achètes et quand tu vends. Ça, je pense que c'est un message fort aussi qu'on peut leur partager à nouveau. Se poser aussi la question de la typologie de données finalement que tu vas manipuler. Est-ce que c'est de la donnée personnelle ou non ? Et on a bien compris que quand on n'est pas sur la donnée personnelle, tout ce qu'on vient de se dire ne s'applique pas. Et si je suis sur de la donnée personnelle, est-ce que j'ai besoin d'une aide, un support externe, ou est-ce qu'il y a de la place pour le faire chez moi ? Est-ce qu'il y a d'autres gros messages là, que vous aimeriez repartager, s'il devait rester un truc ? Moi, je pense que l'essentiel a plutôt été dit. Revoir faire en sorte que tes contrats soient plutôt bien bordés en reprenant ces templates de la CNIL, c'est déjà pas mal. Et puis regarde bien tes contrats en termes de responsabilité, ce que ça implique si jamais il y a un manquement. Moi, j'aurais tendance à dire, s'il y avait un message pour moi, c'est soyez raisonnable. Pourquoi ? Parce que quand on est raisonnable, eh bien, on affronte ce qu'on doit affronter, on documente, on structure, on se pose des questions et on n'a pas peur des réponses. Et à partir de là, on est à peu près prêt à affronter tout ce qui est susceptible de nous arriver. Et plus on est petit, moins on a structuré, plus on est en danger. Donc il faut voir ces aspects contractuels, juridiques, comme sur la partie RGPD, comme une opportunité de se structurer. Donc oui, ça prend du temps. Oui, c'est casse-pied. Oui, j'ai envie de faire du business et pas ça. C'est vrai. Mais la pérennité du business et la facilité de signer des contrats en business, elle part de là. Quand on a un modèle de contrat, quand on sait où on va, on subit moins le co-contractant. Quand on a été au clair sur la partie RGPD et qu'on est même une start-up, eh bien, on va rassurer ses co-contractants, on va rassurer ses partenaires, on va pouvoir répondre à des appels d'offres, même si on sait très bien qu'on les gagne pas toujours, voire on les gagne jamais. Mais dans les faits,
on pourra le faire parce qu'on aura pris le temps de structurer ces aspects. Et donc, pour moi, c'est ça, c'est être raisonnable. Quand on a envie de changer le monde en créant une IA, on fait pas genre, j'installe juste un petit truc dans un coin. Non, en fait, on crée un truc qui va avoir en masse de la data, etc., qui a une grosse propriété intellectuelle, j'y ai mis de l'argent, j'y ai mis du temps, et donc je le protège, je suis raisonnable, j'agis avec proportionnalité par rapport à ma situation. Et c'est ça que moi j'ai envie de dire aux porteurs de projets, petits, moyens, grands, quelle que soit la taille des structures, c'est adapter votre dispositif juridique et conformité à votre activité. Donc, on n'a pas la peine de faire un char d'assaut, 14 procédures quand on est 2 dans une boîte. Mais par contre, l'API, ça doit être vu. L'aspect contractuel, ça doit être vu. La responsabilité du dirigeant, ça doit être vu. Voilà. C'est la manière dont on traite les données. Quand on a une boîte, même une toute petite boîte en matière de start-upper dans le monde, marketing, ça doit être vu. Parce que c'est comme si on n'avait même pas conscience de ce qu'on manipulait. C'est pour moi, c'est vraiment un gros red flag quand j'arrive et qu'il n'y a rien. Ça fait pas très sérieux quand même. Ouais, ça fait vraiment pas sérieux. Donc c'est pour ça que je dis, soyez raisonnable. Parce qu'on doit avoir un comportement en tant que chef d'entreprise qui est d'affronter les difficultés. Et la structuration, c'est une difficulté, mais c'est indispensable pour survivre. Sinon, à la fin, on essaye de vendre, on n'y arrive pas, ça ralentit tout, on veut avoir des investisseurs, c'est mort. Donc voilà. Mais de manière raisonnable. Je dis pas qu'il faut un dispositif avec 14 procédures quand on est 2 en entreprise. Pas du tout. Mais je pense qu'il faut se dire effectivement que le dirigeant doit agir en bon père de famille, même si la notion a disparu. Et voilà, rester sur le bon père de famille qui a géré son business. Et son business, c'est donc sa propriété intellectuelle, le cas échéant, quand on est sur ce genre de sujet. Et s'assurer qu'il y a une conformité, ou en tout cas un début de conformité, une volonté de conformité sur des sujets qui sont essentiels. Et aujourd'hui, je crois que le RGPD... personne ne peut y couper en fait, on peut plus faire semblant, on peut plus faire l'autruche, mettre la tête dans le sable et dire ça ne me regarde pas, ça ne me concerne pas, de toute façon je suis pas à Paris. Les audits, les contrôles, ils sont partout maintenant en France. Oui, je confirme. Voilà, c'est pas parce qu'on est au fin fond de la Creuse qu'on peut pas avoir la CNIL demain qui déboule, c'est faux. Donc vraiment se dire comment est-ce que je peux mettre en place la base pour que si demain on vient toquer à ma porte, je sois en mesure de justifier le pourquoi du comment. Pourquoi est-ce que j'ai mis en place ça ? Pourquoi est-ce que j'ai pas... Même pourquoi est-ce que j'assume de ne pas avoir respecté certaines recommandations de la CNIL ? C'est pas forcément problématique, mais quelles sont les bonnes raisons qui font que je les ai pas respectées ? Et la CNIL, elle est pas non plus complètement entêtée, et elle entend certaines choses du moment qu'on les assume, comme le disait Oriana, et qu'on les documente. On les documente et on sait pourquoi on a mis en place un certain nombre de choses. Et si demain, j'ai la possibilité de signer le deal du siècle, je me suis préparé en amont. Et donc, j'ai quelque chose de prêt à proposer, quoi, au-delà du risque. Exactement, et ça va te faire... En fait, il faut voir le gain de temps derrière, parce que tu vas... Moi, j'ai eu le cas avec un de mes clients qui est toujours David contre Goliath dans son positionnement, parce qu'il vend à vraiment des très grosses structures. Et le dirigeant me disait, mais ça sert à rien, Katiane, de drafter des conditions générales de vente. On nous impose toujours les conditions générales d'achat du client. Et je lui ai dit, ok, peut-être, mais déjà, en termes de posture, ça va montrer à ton client que t'es pas complètement minus. Tu as commencé à te structurer, tu as mis en place un certain nombre de process et toi aussi, tu as des règles à respecter. Ça fait une base de négo. Et il faut toujours voir le côté de je commence à me structurer, ce qui me donne de l'importance, ce qui me grandit. Et du coup, tu subis vachement moins la position. Donc on arrive à la fin de cet épisode. Merci pour toutes tes questions. J'espère qu'elles ont intéressé. Il y a plein de choses que j'avais encore envie d'aborder avec vous, comme les contrôles CNIL, les risques majeurs, l'articulation, cybersécurité, RGPD, les nouvelles réglementations, comment on survit dans cet océan de nouvelles réglementations, DORA, Cyber Resilience Act, etc. Enfin, vraiment, il y a plein de choses. Mais du coup, on arrive à la fin de cet épisode. J'ai envie de te demander, Alex, finalement, comment t'as vécu ça va ? Ouais, franchement, j'avais un petit peu peur. Je me suis dit, waouh, je vais me retrouver devant deux juristes pendant 1 heure, ça va être compliqué. Et franchement, vous avez eu un propos qui était super intéressant. J'espère surtout qu'il a été très actionnable pour les personnes qui l'ont écouté. En tout cas, pour moi, c'est beaucoup plus concret désormais. Est-ce que pour toi, c'est plus clair ? Beaucoup plus. Super. Et donc, Katiane, qu'est-ce que par rapport à ton expérience podcast, de ce que j'ai compris, c'était la première fois. Donc, c'est la première fois, là. Ça, c'est vraiment cool. Ouais. Je suis ravie de l'avoir fait avec vous.
Est-ce que tu retiens quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de dire? J'ai l'habitude de demander à mes invités à quoi ils ont envie de dire oui ou à quoi ils ont envie de dire non. À quoi, du coup, tu as envie de dire non aujourd'hui et ensuite à quoi tu as envie de dire oui? Bah, si tu me proposes de revenir demain, je te dis oui. Super. C'est pris. Ok, rendez-vous voilà. pris. Maintenant, à quoi est-ce que j'ai envie de te dire non? C'est une super question, je sais pas. Demain, est-ce que tu as envie que la CNIL elle vienne te voir? Je te dis non. Voilà. Alors, je sais pas si elle est déjà venue voir des cabinets d'avocats, mais à mon avis, c'est tout à fait possible. Oui, mais même chez un de mes clients. Ouais. J'aimerais, oui. Tu m'appelleras. Oui, je t'appelle. On peut dire non, on n'a plus envie d'entendre, je suis une petite boîte, ils viendront jamais me voir. Ouais, ça, on peut dire ça. Ah ouais. On peut tout à fait dire non à ça. Ouais. On peut dire non à la RGPD. Ça, on peut tout à fait dire ça, non à la RGPD. Oui. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous lâcher dans les commentaires. On les lit tous, donc on pourra vous répondre. Et puis, à bientôt pour un nouvel épisode de La Robe Numérique. Merci beaucoup, Ariana. Merci. Oriana.